Le tic-tac-toe, ou morpion, est un jeu de logique. Deux joueurs se trouvent devant une grille de 3 par 3, le premier fait une croix dans une des cases, puis le second met un cercle dans une autre, et ils alternent jusqu'à ce que 3 symboles identiques soient alignés ou que la grille soit remplie, terminant ainsi par un match nul. Qu'on soit clair, je sais que vous savez jouer au tic-tac-toe, ne le prenez pas pour vous. C'est un jeu extrêmement simple, et c'est pour ça qu'il existe des dizaines de variations du jeu pour qu'il devienne un peu plus intéressant à jouer. Pourtant, nous, c'est le jeu de base qui va nous intéresser, mais d'un point de vue mathématique. Mais avant d'expliquer pourquoi, on va tester quelque chose. Demandez à quelqu'un autour de vous de faire une partie. S'il y a personne, faites semblant de jouer pour deux, mais avec l'intention que chacun des deux joueurs gagne. Puis mettez cette partie de côté, on y reviendra. Et maintenant, on va se poser une question. Combien de parties il existe au tic-tac-toe ? On va commencer simplement. Prenons une case. Elle peut soit contenir une croix, soit un cercle, soit être vide. Donc 3 possibilités. En prenant 2 cases, on voit qu'on peut appliquer ce raisonnement à chacune des 2 cases indépendamment, ce qui veut dire que le nombre total de manières de remplir ces 2 cases, c'est le nombre de manières de remplir la première, multiplié par le nombre de manières de remplir la deuxième. 3 x 3, 9. Cette indépendance des cases, on peut l'étendre à toute notre grille, ce qui nous fait donc 3 possibilités pour chaque case, donc 3 x 3 x 3 x 3, 9 fois, soit 3 puissance 9, 19 683. Maintenant, si on réfléchit un peu plus, on comprend bien que pas mal de ces parties sont impossibles à réaliser avec les règles. La partie avec des cercles partout, à moins de tricher, normalement vous allez pas tomber dessus. Ce qui veut dire que notre nombre précédent, 19 683, c'est une estimation trop grande par rapport à la réalité. Donc on va appeler ça une borne supérieure. Et de l'autre côté, on va prendre 0 comme borne inférieure puisqu'il y a un nombre positif de parties. L'objectif maintenant, c'est de réduire la borne supérieure et d'augmenter la borne inférieure jusqu'à ce que les deux se rejoignent et qu'on ait notre réponse. Pour ça, on va commencer par dégager les cas impossibles faciles à repérer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de jouer une partie. Le premier joueur place une croix, puis le second place un cercle, puis une croix, un cercle, une croix, un cercle, une croix, un cercle et une croix, et on finit avec 5 croix et 4 cercles. Donc ça veut dire qu'il nous suffit de compter le nombre total de possibilités de remplir notre grille avec 5 croix et 4 cercles, ce qui nous donne 126 possibilités. Sauf que... non, ce serait trop facile. Déjà parce qu'il existe des parties qui se terminent avant que la grille ne soit remplie, et ensuite parce qu'on compte actuellement des parties qui ne sont pas atteignables. Par exemple, celle-là. Qui a gagné ? Ok, là c'est le moment où nos armes précédentes perdent un peu en efficacité puisqu'on traitait indépendamment les cases, alors qu'on doit évidemment prendre en compte la position de nos croix et de nos cercles les uns par rapport aux autres. Donc repartons dans l'autre sens. Imaginons que nous sommes le premier joueur devant une grille vide. Combien d'endroits on a pour placer notre croix ? Vous êtes très tenté de dire 9, je sais, pourtant on n'en a que 3. On peut placer notre croix au centre, sur un bord ou dans un coin. Puisque, quel que soit le bord ou le coin que l'on choisit, on peut tourner la grille pour retomber sur une de ces 3 cases. Et on va représenter ça par un graphe de possibilités, avec un premier point pour notre état initial et 3 points pour nos 3 possibilités au premier coup. Deuxième coup, même question, combien de possibilités ? Cette fois-ci, on doit faire une exhaustion de cas en fonction de notre première croix. Si elle était au centre, on peut jouer soit sur un bord, soit dans un coin. Si elle était dans un coin, on peut se placer à côté d'elle, au centre, sur un des bords opposés, dans le coin opposé ou dans un des 2 autres coins. Cette fois-ci, c'est pas que des arguments de rotation, mais également des arguments de symétrie qui nous permettent de réduire le nombre de possibilités. On fait pareil avec les 5 possibilités depuis la croix sur un bord, et en reliant tout ça, on se retrouve avec un arbre pour nos étapes 0, 1 et 2, avec un total de seulement 12 parties possibles à ce niveau-là. Seulement, notre arbre, si on continue dans cette direction, il va rapidement devenir difficile à lire. Parce que... Ouais, il y a beaucoup de flèches, Ouais, c'est moche. À partir de maintenant, on va aussi devoir restreindre un peu plus nos mouvements. On va faire une autre supposition, on va estimer que nos 2 joueurs, Alice et Bob, ou vous et vous-même, parce que je sais très bien que vous avez joué tout seul, on va supposer que vous êtes intelligent et parfaitement logique. Certes, c'est une grosse supposition, mais on parle que du tic-tac-toe et ayez confiance en vous. Ce que ça implique, c'est que si un joueur a plusieurs possibilités d'endroits où jouer, mais que l'une de celles-ci le fait gagner, il privilégie le fait de gagner, et que s'il est à un coup près de perdre au coup suivant, il va privilégier le fait de bloquer son adversaire. Avec ça, normalement, on a une assez bonne représentation de comment un joueur normal joue.
Et si on décide de revenir à notre arbre en faisant abstraction de sa beauté objective et en se concentrant uniquement sur une seule partie du graphe, par exemple celle démarrant par une croix au centre, on peut trouver des choses assez intéressantes. Principalement cette partie. Et c'est là que je vous demande, est-ce que c'est pas celle-là votre partie ? Ou une de ces symétries et rotations, évidemment. En fait, si vous avez joué en démarrant par une croix au centre et joué de manière optimale, il n'y a que cette partie qui peut rester. Par contre, si vous avez commencé par une croix dans un coin, ce qui est la bonne chose à faire, donc bravo, soit le premier cercle n'a pas joué dans le centre et vous avez gagné, soit il a joué au centre et vous êtes arrivé dans une de ces deux configurations. Ce qui réduit notre total de parties possibles à 3, sous les conditions de savoir jouer, évidemment. D'ailleurs, chose assez jolie, ces deux dernières parties nulles avec le cercle au centre, à une demi-rotation près des 8 cases extérieures, c'est la même. Ce qui sera mon argument pour réduire à 2 le nombre total de parties possibles au morpion. Pourtant, j'ai mis dans le titre qu'il n'existait qu'une seule partie. Pour une raison très différente. Le morpion est un jeu résolu. Ce que ça implique, c'est qu'il existe une stratégie optimale pour chacun des deux joueurs qui fait que personne ne peut gagner et personne ne peut perdre. Vous le savez normalement depuis pas mal d'années, c'est la raison pour laquelle vous avez arrêté d'y jouer, j'espère, mais c'est aussi ce qui différencie le morpion des échecs, par exemple, où on ne sait pas encore s'il existe un moyen de forcer la victoire ou de forcer la nulle. Ce qui signifie que si quelqu'un vous propose de jouer une partie de morpion, la seule réponse logique sera de lui serrer la main et d'accepter une égalité avant même le premier coup. Il n'existe qu'une seule partie de morpion, jouée de manière parfaite, celle qui n'est pas jouée. J'assume avoir en partie repris cette conclusion de cette vidéo anglaise, qui est très différente dans l'approche, beaucoup plus algorithmique mais quand même très intéressante, mais on va pas se cacher qu'elle est quand même un peu frustrante comme conclusion. Donc je vous propose de finir sur une autre question. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute une dimension, avec un tic-tac-toe sur un cube en 3D ? De manière à se simplifier la vie, on va remplacer nos cases par leurs coordonnées. La case en haut à gauche dans notre configuration en 2D, on va la noter 1, 1, première ligne, première colonne. En 3D, il nous suffit d'ajouter un nombre derrière correspondant à la troisième dimension, la hauteur. Et comme on est toujours à 2 joueurs, on va colorier nos cases en rouge ou en bleu en fonction de si elles contiennent une croix ou un cercle. Nos nouvelles lignes pour gagner sont donc les diagonales du cube, les diagonales d'une des faces ou les lignes des faces. Elles ont une écriture mathématique en dimension supérieure que je vous mets juste ici si ça vous intéresse, mais en 3D ça reste relativement visuel. Il est très facile de gagner au tic-tac-toe 3D si on commence dans un coin du cube, car on peut forcer ce qui s'appelle une fourchette, où vous avez 2 emplacements possibles pour gagner, que l'adversaire ne peut alors pas bloquer. C'est exactement comme en 2D si le cercle ne joue pas au centre sur le deuxième coup. Ok, on sait désormais ce qui se passe si on veut gagner, mais si on veut pas gagner, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va changer d'objectif. Le but maintenant, ce sera pas tant de gagner que de vérifier si on peut avoir une égalité. Autrement dit, est-ce qu'il existe un moyen de colorier avec 2 couleurs chaque case du cube de manière à ce qu'il y ait nulle part 3 cases alignées de la même couleur ? Et je vous invite à essayer dans votre coin de remplir ces 27 cases avec 2 couleurs distinctes pour essayer d'arranger les cases de manière à ne pas avoir de gagnant. Vous n'y arriverez pas. Même sans parler de jeu optimal ou de stratégie, il n'est pas possible de faire une égalité en dimension 3. Ça peut se prouver par exhaustion de cas directement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trop de manières de gagner pour chacun des joueurs, et que l'une d'entre elles sera forcément active. Et comme on a réussi à faire égalité en dimension 2, CF tout le début de la vidéo, ça veut dire que 3 est la plus petite dimension à partir de laquelle il y a forcément un gagnant. Donc on va le noter HJ3-2. 3 le nombre de lignes, 2 le nombre de joueurs et donc de couleurs. Ok, ça a l'air relativement accessible, mais si par malheur vous décidez de jouer avec 4 lignes et 4 colonnes, la plus petite dimension à partir de laquelle il y a un gagnant, donc HJ4-2, on la connaît pas. Et comment dire ? On sait qu'elle est plus grande que 5, parce qu'on a vérifié qu'en dimension 5 c'était possible de faire des égalités, mais le problème il est au niveau de la borne supérieure, qui est pour le moment de la 24e tétration de 2. Et ça, c'est beaucoup plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Ouais. Bref, le morpion est un jeu mathématiquement super beau, en 2D ça sert à rien d'y jouer, mais si on vous force, jouez dans un coin, c'était Idrios, et vous inquiétez pas, on se reverra